Salut à tous, bienvenue sur Titanic France. Aujourd'hui, on va parler d'un truc un petit peu technique au niveau du Titanic. On va parler d'un truc qu'on parle pas souvent non plus. Je vous explique comment fonctionnait le gouvernail. Juste avant que la vidéo commence, je vous ai préparé encore une petite surprise. Ouais, ça fait beaucoup de surprises en ce moment. Mais en vrai, vous êtes vous êtes plus de 100 à avoir rejoint la chaîne. Donc je voulais marquer le coup. On va dire que c'est les débuts de la chaîne. Donc moi je trouve ça quand même super cool. Donc je voulais surligner. Donc petit docu sur le gouvernail. Et puis après, petite vidéo surprise pour ceux que ça branche. Comment faire tourner le Titanic? Il faut déjà imaginer vouloir faire tourner un bâtiment grand comme la tour de la Grande Mosquée d'Alger, lancé à 40 km/h, en tenant compte bien sûr du centre de gravité, de l'axe de rotation et de l'effet de dérapage. Il faut donc un système apte à faire tourner une telle masse. Le système de gouvernail était composé de plusieurs éléments complexes. Le premier est le safran, 23 mètres de haut, 4,20 m de long, 7,5 cm d'épaisseur pour plus de 100 tonnes. C'est sa partie immergée, mesurant un peu moins de 40 m², qui appliquera la force nécessaire pour faire tourner le paquebot. Pour exemple, lancé à la vitesse de croisière, soit 40 km/h, avec un angle de rotation de 40 degrés, la force exercée sur le safran est de 330 tonnes. Mais comment faire tourner un safran aussi gros? Le Titanic était équipé de plusieurs barres. La première était située dans la timonerie principale, celle utilisée en haute mer, et reliée directement au télémoteur. Il est encore en place sur l'épave. La barre secondaire était située dans la timonerie ouverte, celle utilisée près des côtes ou lors de la navigation à vue. Elle était reliée au télémoteur de la barre principale, située juste derrière, par un ensemble de tiges et d'engrenages passant par le plafond. Une fois la barre tournée, le système de piston hydraulique du télémoteur déplace le fluide hydraulique jusqu'à la salle des moteurs du safran située tout à l'arrière du paquebot sur le pont C. Ce fluide hydraulique était composé d'eau et de glycérine, une mixture quasiment incompressible. Les tuyaux qui l'acheminaient jusqu'au fond du paquebot était probablement masqué derrière cette goulette, située sur le pont de promenade. Une fois le fluide hydraulique arrivé en salle des machines, il arrivait dans un cylindre récepteur qui gérait les vannes des moteurs à vapeur. Il s'agissait de deux moteurs de type Wilson-Pires, qui étaient fabriqués sur les chantiers Harland & Wolff, et un seul d'entre eux suffisait à faire tourner le safran. L'autre était là en remplacement en cas de panne. Les moteurs étaient montés sur rail et pouvaient être connectés ou déconnectés rapidement de l'engrenage qui servait de barre franche au safran. Cette barre franche était un ensemble complexe composé d'engrenages, d'arbres et de ressorts. Lorsque la barre était relâchée, la pression du fluide hydraulique était rétablie. La barre et le safran revenaient d'eux-mêmes en position initiale. L'orientation du safran pouvait être suivie en temps réel depuis la timonerie. Si le système hydraulique tombe en panne, une troisième barre se trouvait sur la passerelle de navigation arrière. Elle était reliée directement au moteur et recevait les ordres de navigation par téléphone directement depuis la timonerie à l'avant. Si même les moteurs sont en panne, un système de câbles, de poulies et de cabestans pouvait être installé pour garder le contrôle du navire. Un délai proche d'une trentaine de secondes était nécessaire entre la rotation de la barre et la fin de rotation du safran. Une question se pose souvent. Le gouvernail était-il trop petit? Et est-ce à cause de cela que le bateau n'a pas pu éviter l'iceberg ce soir-là? Eh bien non, le gouvernail n'était pas trop petit. Dans tous les cas, avec les conditions de navigation de cette nuit-là, l'iceberg n'aurait jamais pu être repéré assez tôt pour être évité. Les ordres donnés ce soir-là restent flous, mais il est possible que le fait de stopper l'hélice centrale, qui ne fonctionnait pas en marche arrière, réduise grandement l'efficacité du safran. Bon voilà, j'espère que le sujet vous aura intéressé. C'est pas forcément le sujet le plus simple à expliquer, j'espère que j'ai réussi à être assez clair dans ce que j'ai essayé de vous décrire. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, moi j'y répondrai, j'essaierai d'y répondre en tout cas avec plaisir. Comme je vous disais en début de vidéo, il y a plus de 100 abonnés, donc je voulais marquer le coup, je vous ai préparé une petite vidéo en lien avec l'épave. Je vous laisse regarder ça tranquillement pour ceux que ça intéresse. Sur ce, prenez soin de vous et à bientôt. L'histoire d'une légende engloutie pour ouvrir ce journal. Titanic, cet immense paquebot qui a coulé en 1912 au large de Terre-Neuve. Le
Le Titanic, dont l'épave a donc été retrouvée 73 ans après, des images extraordinaires tournées par plus de 4000 mètres de profondeur.